Bonjour, je vous présente une petite synthèse rapide sur l'Italie médiévale, sur notre période du XIe au XIIIe siècle. Pas du tout un travail érudit, mais simplement un résumé des dates essentielles à retenir sur cet espace géographique et quelques mots-clés qui peuvent vous être utiles pour les dissertations de fin de semestre. Alors tout d'abord, rappelez que l'Europe médiévale, l'Occident médiéval qu'on étudie ensemble, c'est plusieurs espaces culturels. On a beaucoup travaillé sur l'espace de Francie occidentale, qu'on appellera la France plutôt après Philippe Auguste, de Grande-Bretagne. On n'a pas trop développé sur la zone hispanique, en pleine reconquista, un peu plus sur la Germanie. De même, on ne travaillera pas trop sur l'Orient, toutes les zones qui sont sous influence germanique de la Pologne, les ordres teutoniques dans les pays baltes, la Scandinavie en développement, les États sont tout neufs. Et nous, on va s'arrêter aujourd'hui sur l'espace italien, qui nous intéresse en particulier dans cette séance 6 parce que c'est, et là je reprends la carte du Ballard sur le commerce, c'est un des espaces centraux du commerce médiéval avec la Flandre. Voilà, donc évidemment on va s'intéresser un peu en détail sur quel est cet espace géographique et quelle est sa particularité, sa spécificité. Je vous propose un plan en 3 parties avec cette problématique, pourquoi cette région devient-elle le cœur du commerce médiéval, et une première partie sur les étapes de cette croissance et de cette autonomie, une deuxième partie sur les facteurs de la croissance et de la réussite économique italienne, qu'est-ce qu'ils ont de différent des espaces français ou anglais, et puis une troisième partie sur la diversité des espaces italiens, donc espaces distincts. Alors pour commencer sur les étapes, on va revenir un peu sur ce qu'on a dit à propos dans la séance 4 de la Germanie, où en fait l'Italie n'existe pas comme entité culturelle unique, elle est diverse, mais elle fait théoriquement toujours partie de l'Empire germanique. Donc une première partie de cette histoire de l'Italie, c'est l'autonomie vis-à-vis de l'Empire, 11e, 12e siècle. On reprend les thèmes qu'on a vus ensemble sur la querelle des investitures et la lutte du sacerdoce et de l'Empire. Donc 11e, 13e siècle, on rappelle que, techniquement parlant, le royaume d'Italie fait partie de l'Empire, du royaume de Germanie, de l'Empire germanique, Saint-Empire romain germanique. On voit ici la Germanie, mais en réalité, ces zones de la Lombardie, de Florence, de Toscane, ne sont pas du tout sous l'influence de l'Empire et le sont de moins en moins. Je reviens vite fait sur les dates qu'on a évoquées ensemble. D'abord 1167, l'opposition à l'empereur Frédéric Ier Barberousse, la Ligue lombarde, la création de villes, vous voyez ici désignées par des points verts, et qui donc s'unissent contre l'Empire Frédéric Ier, s'unissent et gagnent, obtiennent la paix de Constance et la reconnaissance de leur autonomie et de leur liberté. Alors, ce qui nous amène à la deuxième partie, l'épanouissement des cités-États. Après la Ligue lombarde et la paix de Constance, les victoires vont se multiplier jusqu'à des grandes victoires symboliques qui sont en 1266 la bataille de Benevento, où les villes de la Ligue lombarde, soutenues par les Français et par le pape, gagnent contre l'Empire, et en 1268, victoire encore plus symbolique, où là le successeur du dernier empereur Frédéric II, qui était Conradine, son petit-fils, se fait exécuter par les armées à la solde des Italiens. Donc bataille de Benevento 1266, où on voit la déroute des troupes germaniques, avec le symbole de l'Empire, ici avec l'aigle, et ici les villes italiennes, soutenues par les Français et le pape. Et puis la bataille de Tagliacozzo en 1268 qui amène à l'exécution de Conradin. Et donc aussi à ce qu'on appelle la vacance de l'Empire, qui marque la fin de la puissance du Saint-Empire romain germanique. Donc, les étapes de la croissance, j'en ai déjà parlé, j'y reviens pas. On passe à la deuxième partie, les facteurs de la croissance. Plus spécifique à cette zone italienne, avec 3 aspects de ces facteurs de la croissance: l'autonomie, de plus en plus affirmée, la circulation entre Occident et Orient, et puis la création de richesses. Alors d'abord à propos de l'autonomie, cette zone qui est techniquement encore dans l'Empire, on reconnaît avec la frontière rouge, et en fait une multitude de villes autonomes, de cités-États, qui vont prendre des formes politiques assez variées. Alors si on prend par exemple Byzance, qui avait un contrôle sur la zone de la mer Adriatique, Venise va s'en libérer dès le
XIe siècle. Pour le cas de Gênes, on sait qu'au milieu du XIe, on reconnaît le droit des marchands vis-à-vis des pouvoirs nobles locaux. Pour ce qui est de Florence, on sait que vers 1068, c'est le début de la reconnaissance de l'autonomie des marchands florentins vis-à-vis de l'évêque. Alors si on prend dans le détail, une ville comme Venise par exemple va développer une organisation politique propre, avec, on le connaît assez facilement, le doge, hein, donc avec souvent donc, des représentants. Alors on parlera par exemple des podestats, aussi des podestats étrangers en particulier, c'est-à-dire que les villes feront appel à un chef. Ils auront une oligarchie aussi, avec un conseil de marchands, et un chef de l'exécutif qu'on appellera le podestat. On a aussi, dans le cadre des états pontificaux, une autonomie de plus en plus affirmée, avec au début de la période féodale le patrimoine de Saint-Pierre qui est plutôt limité à Rome, et puis petit à petit, par des donations successives, on en arrive aux états pontificaux, états de l'Église, hein, qui vont être un véritable royaume. D'ailleurs, à la fin du Moyen-Âge, le pape est un prince. Dans les facteurs de la croissance, bien sûr, espace de circulation entre Occident et Orient. Donc là, on revient à cette carte du commerce du Balard. On voit que vous avez une zone ici, en particulier de l'Italie du Nord, hein, et avec des zones de commerce. Alors si on prend un petit peu différemment chaque ville, si on prend Venise par exemple, on voit que Venise va développer sa zone d'influence dans la mer Adriatique. En 992, elle établit un contact solide avec l'Empire byzantin de Constantinople, et elle va contrôler une grande partie de la mer Noire ou de l'Orient. Gênes, qui a un modèle un peu différent, Gênes va être beaucoup plus une ville militaire avec des mercenaires qui vont combattre un petit peu partout et qui vont créer des zones d'influence fortes, hein, et à la fin du Moyen-Âge, Gênes a un contrôle presque politique sur la Corse, sur la Sardaigne, sur une partie des îles de la Grèce, et puis dans la mer Noire aussi. Donc très très forte zone d'influence des Génois. Alors qu'une ville comme Florence aura plus une influence financière. Dernier élément, espace de création de richesse. Alors, ce commerce, cette zone d'influence en Méditerranée va se caractériser par des villes de plus en plus grandes et de plus en plus prospères, hein. On voit sur cette carte des villes en Europe vers 1300, évidemment très clairement l'avancée des villes italiennes par rapport aux villes du reste de l'Occident. Des techniques de commerce très spécifiques, hein, par exemple le contrat de change, hein, le contrat de commanda, qui permet aux marchands italiens d'éviter les foires de Champagne à partir du fin XIIIe, XIVe siècle. Et puis, évidemment, la richesse des cités elles-mêmes avec l'architecture. Alors, on a eu un exposé sur Venise, j'y reviens pas. Je voudrais m'arrêter un peu plus sur Florence, puisque vos camarades avaient montré des illustrations qu'on va un peu développer. Donc, Florence est un bon exemple de ce que la richesse qu'on a évoquée, le commerce méditerranéen peut apporter dans ensuite l'exaltation de la richesse à l'intérieur de la ville. Donc Florence, on a pas mal de représentations médiévales. Ici, vous avez une miniature du XVe. On voit bien à la fois l'importance des murailles, hein, pouvoir symbolique, hein, plus que réellement militaire. Là, c'est cette représentation du XVIe siècle de Vasari, où on voit aussi les murailles ici, et puis bien sûr le patrimoine architectural. Ces murailles d'ailleurs dont on a quelques traces encore aujourd'hui. Là, vous avez le boulevard périphérique à Florence aujourd'hui, et ils ont laissé les portes, contrairement à Paris où on a tout enlevé, de la muraille de Philippe Auguste. Alors on peut, hein, je le disais pendant le TD, on peut utiliser des représentations par exemple de Google Earth pour montrer les murailles aujourd'hui. Là vous avez le boulevard périphérique avec les restes des portes. Et puis si on s'éloigne un petit peu du boulevard, on va avoir ici un bout de la muraille qui a été conservé. On voit bien ici le boulevard périphérique, et ici la muraille conservée. Donc évidemment c'est très intéressant de montrer un exemple précis. Et dans le cas de Florence, le patrimoine architectural médiéval est énorme. Donc on peut continuer à l'étudier en regardant un petit peu des photos. Par exemple, évidemment dans une ville italienne, les églises sont particulièrement mises en valeur, hein. Ici, si on prend un plan vue du ciel, vous avez deux églises qui nous intéressent, la basilique Santa Croce et ici la cathédrale. Alors la basilique Santa Croce, 1295, on est à la fin de notre période. Mais ce qui est intéressant quand on compare avec les autres églises d'Occident, c'est le faste, le marbre blanc, le luxe, la cathédrale qu'on appelle Il Duomo, qui est de 1296, juste après,
qui se caractérisera par cette coupole gigantesque, qui sera construite à la toute fin du Moyen-Âge, mais qui elle aussi accumule le luxe, le marbre. On le voit bien sur la décoration des façades. Le baptistère qui se trouve à côté, qui se caractérise aussi par une décoration intérieure avec de la feuille d'or, évidemment, une influence byzantine sur cette représentation du jugement dernier. Autre aspect architecturaux de ces villes, les ponts et les places. Alors on revient à notre plan d'ensemble où on voit les différentes places qui étaient des lieux évidemment de marché. Les ponts aussi, puisque vous savez que c'était un lieu important où on pouvait construire des commerces qui parfois étaient exempts d'impôts. Donc on retrouve par exemple le Ponte Vecchio, un très célèbre pont qui était donc un lieu de boutique, et un des rares ponts médiévals à boutique qui a été conservé, alors non pas forcément avec des boutiques médiévales, mais en tout cas qui a conservé l'esprit. Les places, différentes places de Florence, où on retrouve encore une partie de l'architecture de l'époque. Plus proche du Moyen-Âge, les maisons des marchands, avec une architecture militaire parce que les marchands voulaient affirmer leur supériorité par rapport aux autres familles. Il y avait toujours une rivalité entre les familles. Donc on trouve souvent des maisons avec des tours, des donjons symboliques, et souvent ce jeu dans Florence d'avoir la tour la plus haute pour être celui qui serait le plus puissant. Par exemple, cette tour-là, le Castello Vecchio, qui deviendra le lieu de rassemblement des différentes familles de marchands avant de devenir le symbole de la puissance des Médicis. On y voit d'ailleurs encore les traces des différents blasons des familles, où on retrouve bien sûr cet iris, ce lys rouge, symbole de la ville de Florence. Dernier aspect de la richesse, alors évidemment je développe un peu sur Florence parce que c'est un sujet intéressant, c'est l'art et le mécénat. La richesse qu'ils ont leur permet de mettre en valeur leur patrimoine architectural en faisant venir des grands artistes. Alors au Moyen-Âge, on n'est pas à la Renaissance, mais Giotto di Bondone, vous voyez, qui naît dans notre période, même si ensuite il va surtout être connu pour ses œuvres du XIVe siècle. Giotto qui va décorer l'église, la basilique Santa Croce, qui est en fait une chapelle d'un monastère franciscain, où on retrouve donc des scènes de la vie de Saint François. Et vous voyez que donc dans ce début XIVe siècle, on est déjà dans des représentations qui s'approchent de ce que sera la Renaissance italienne. La stigmatisation de François d'Assise, un classique. On voit quand même d'ailleurs sur cette image qu'on est encore dans une représentation médiévale, en particulier avec évidemment les proportions des personnages et des bâtiments dont on a déjà parlé. Alors si on peut se faire plaisir et avancer un petit peu en disant que, et ensuite, toujours dans notre période médiévale, même si on n'est plus sur la période de l'Occident féodal, Donatello, qui naît donc au XIVe et qui meurt avant la fin du Moyen-Âge technique. Donatello est donc un homme du Moyen-Âge. Et puis, alors évidemment, amusons-nous un peu, Léonard de Vinci qui naît en 1452, techniquement c'est encore le Moyen-Âge, au moment de sa naissance, ou Michel-Ange, qui naît en 1475, on commence un petit peu à s'éloigner. Mais quand même, ces grands artistes de Florence, évidemment, qui profitent du mécénat de la famille Médicis, aboutiront à des grandes œuvres qui seront ensuite, bien sûr, la Renaissance, là c'est pour le plaisir, la décoration de l'intérieur de la coupole par Giorgio Vasari au XVIe siècle. Alors, passage Vasari, c'est celui qui écrira ensuite la première œuvre d'histoire de l'art en développant la vie des grands artistes italiens. Bon allez, fini de se faire plaisir, revenons maintenant à notre troisième partie sur les espaces distincts. Donc pour montrer que évidemment cette Italie médiévale, elle a des histoires très variées et qui n'ont pas du tout eu les mêmes conséquences politiques et économiques. Alors on peut classer en gros en trois catégories. D'abord, la grande puissance, c'est Venise. Voilà. Ensuite on a les puissances rivales, Lombardie et Toscane. Alors la Toscane de Florence, et pour la Lombardie on pense bien sûr à Gênes surtout. Et enfin des espaces un peu plus périphériques, le Mezzogiorno avec donc la Sicile et l'Italie normande, le royaume de Naples, et puis les États d'église qui ont un rôle un peu spécifique. Donc dans les espaces distincts, on commence par Venise. Alors Venise, quelques dates pour un petit peu se repérer. D'abord, on va dire que l'histoire de Venise commence avec la récupération de reliques de Saint-Marc à Alexandrie par des Vénitiens qui les rapportent, et qui donc vont un petit peu fonder l'identité de la ville autour
des reliques de Saint Marc, Marc l'évangéliste. Ensuite, j'en ai déjà parlé, l'indépendance de Venise vis-à-vis de Byzance, en 912. Et quelques décennies plus tard, le premier contrat entre Byzance et Venise, dont on a trouvé la trace dans un chrysobule impérial, en 992, qui symbolise un petit peu, on va dire, le renouveau du grand commerce méditerranéen. Ce grand commerce méditerranéen, Venise va décidément de plus en plus en profiter avec, par exemple, des victoires en Égypte, du contrôle de tir. Ça veut dire que finalement, il commence à s'affirmer dans le cadre, bien sûr, des croisades. Le soutien à la Ligue lombarde, mais qui sera assez irrégulier. Venise ne sera pas toujours très précise par rapport à ça. La quatrième croisade de 1204, où Venise finance tout, et finalement réoriente les croisés vers Constantinople, avec le sac qui aboutira à la création d'un empire chrétien à Constantinople, empire de courte durée. Et puis peut-être plus symbolique, la création du ducat vénitien, donc cette monnaie d'or, qui deviendra une référence pour le commerce européen. À côté de Venise, on a les rivaux, donc Lombardie et Toscane. Alors évidemment, Lombardie et Toscane, on peut commencer par Gênes. Donc Gênes, dont je vous ai dit qu'elle avait un modèle beaucoup plus militaire que les autres cités italiennes. D'ailleurs, les mercenaires génois sont très célèbres. On les retrouvera par exemple pendant la guerre de 100 ans, aux côtés des Français. Bon, avec des succès très limités, comme on en a déjà parlé, les grandes défaites françaises de Crécy, par exemple. Mais on va commencer par Florence. Florence qui, elle, se caractérise par la finance et le mécénat. Ce qu'on peut dire de Florence, c'est qu'en gros, son histoire commence au XIe siècle. Avant le XIe siècle, elle est dans le cadre du comté de Toscane. Elle n'a pas une grande influence. Et en 1068, au moment de la condamnation d'un évêque pour simonie, le peuple s'approprie le pouvoir. La comtesse Mathilde, qui est un personnage important, vous savez, qui participe à la querelle des investitures, c'est elle qui va un petit peu organiser la pénitence de Canossa, meurt en 1115 et, à sa mort sans héritier, lègue ses domaines à la papauté. Mais laisse d'une certaine façon Florence sans grande puissance aristocratique. Et au cours du XIIe siècle, Florence va être reconnue comme indépendante, autonome par l'Empire, en 1154 par Frédéric Ier Barberousse. Et par la suite, en 1059, elle va publier des statuts qui un petit peu créent une sorte de constitution, d'organisation. Et cette organisation va de plus en plus s'appuyer sur les corporations de marchands qu'on appelle les artés, par exemple l'arté du Calimala, dont nous a parlé notre camarade. Et ces différentes corporations seront de plus en plus aux mains de grandes familles, comme les Albizzi, Alberti, Ricci, Strozzi et Médicis, au XIVe siècle, au moment où Comte de Médicis s'apprêtera à prendre le pouvoir. Pour Gênes, puissance maritime et militaire, j'en ai déjà parlé. Alors, Gênes, c'est à peu près la même époque que pour Florence, reconnaissance des droits des marchands de Gênes vers 1056 par les aristocraties locales. Très important, Gênes va s'unir avec Pise, Amalfi, Salerne et Gaète. Alors, Pise, qui est son grand rival, sa grande rivale dans la zone méditerranéenne et tyrrhénienne. Et donc ces 5 villes vont s'unir pour mettre fin au pillage des musulmans, qui à l'époque était encore la marine dominante de la Méditerranée. Et non seulement ça va se finir par une victoire, mais par le contrôle de la Tunisie, donc qu'on retrouve d'ailleurs sur la carte. En 1097, les Génois participent à la préparation de la première croisade et au siège de Jérusalem. Toujours ce rôle militaire. Et ça va aboutir, alors ça c'est un peu étonnant, c'est-à-dire que, vous vous rappelez, on a parlé des croisades en disant que les historiens considèrent que la première croisade, alors là, 1096, 1099, mais entre 1100 et 1110, les Génois, eux, continuent à faire la croisade et ils vont conquérir Tripoli et Beyrouth. Ce qui est un peu passé inaperçu dans le cadre de l'histoire classique des croisades franco-françaises. Et on notera enfin, pour terminer sur cette représentation rapide de Gênes, 1284, la bataille de la Méloria, où là, Gênes s'impose face à Pise et contrôle la Corse et la Sardaigne. Alors, derniers espaces périphériques, d'abord donc les états pontificaux dont je vous ai un peu parlé.
Donc ce patrimoine de Saint-Pierre au départ autour de Rome, hein, qui va s'élargir avec la donation de Pépin le Bref, vous savez, la donation de Constantin, ce faux donc, donné par Pépin au 8e siècle, qui reviendrait à un texte de l'empereur Constantin. Toujours est-il que ces États pontificaux vont s'affirmer de plus en plus, et à l'époque moderne, hein, deviendront un État modèle avec une administration et une chancellerie très en avance. Dans le cadre du sud de l'Italie, du Mezzogiorno, à noter cette présence de Normands. Alors, les Normands, qui étaient des mercenaires très très appréciés, qui vont travailler et se battre dans les différents conflits de la Méditerranée dès le début du XIe siècle, et qui de plus en plus vont affirmer leur puissance de manière autonome, avec, comme vous voyez sur la carte ici, des conquêtes de tout la sud de l'Italie. En fait, au départ, ils vont se battre avec les Lombards contre les Byzantins, puis avec les Byzantins, puis finalement pour leur propre compte. Alors, on retiendra surtout qu'en 1130, Roger de Hauteville, donc les Hauteville sont une famille très très présente parmi les mercenaires normands. On y retrouvera d'ailleurs Robert Guiscard dans la famille aussi. Roger de Hauteville crée un royaume de Sicile, qui est en fait toute l'Italie du Sud et la Sicile. Et ce royaume va dominer le Mezzogiorno jusqu'à 1194, où là, en fait, à la mort du dernier roi normand sans héritier, c'est la famille Hohenstaufen de Frédéric II qui récupère le territoire. Et Frédéric II donc, sera lui aussi roi de Sicile. Il essaiera de l'unir avec la Germanie sans succès. On en a déjà parlé. Voilà pour cette petite présentation de l'Italie médiévale, un peu rapide, mais bon, je vous ai mis la bibliographie aussi, où on a en particulier Patrick Boucheron, un spécialiste de l'Italie médiévale, puis aussi ceux qui ont étudié l'économie, les marchands comme Renoir. Bon, je vous ai pas mis Brodel, mais on en a déjà parlé, il a aussi son rôle. Voilà, je vous remercie.